Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 29 juin 2026 et notre cher ami, notre frère Anthony Aguilar est avec nous. Bienvenue, Anthony. Merci Nima. C'est un plaisir là. Tony, je vais commencer par le trafic dans le détroit d'Ormuz. Voici le graphique. Regardez bien. Avant le début de cette guerre, on comptait environ 150 à 200 navires qui traversaient le détroit d'Ormuz. Puis la guerre a éclaté, le 28 février, et le chiffre a chuté. Ensuite, on voit la poursuite du conflit. Et après la signature du protocole d'accord, le trafic remonte. Pendant la guerre, on était tombé à environ 5 à 10 navires par jour. Aujourd'hui, pendant qu'on parle, on est plutôt autour de 15 à 20 navires par jour. C'est quelque chose. On a une baisse d'environ 10%, tu vois. On n'a plus que 10% de ce qu'on avait avant le début de la guerre. Et Donald Trump essaie de dire que tout est revenu à la normale. Ça fait partie du jeu, dans ce commerce de ce qui se passe en ce moment, presque. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que demain, ils vont se rencontrer, les États-Unis et l'Iran. Ils vont se rencontrer. Ce ne sera pas une discussion directe entre les deux parties, ce sera indirect. Et on a la confirmation du côté iranien qu'une équipe technique iranienne va se rendre au Qatar. En gros, ils vont parler des avoirs gelés. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les États-Unis ont annoncé qu'ils n'allaient pas négocier, qu'ils n'allaient pas libérer les avoirs iraniens gelés, à moins qu'il y ait des avancées sur le programme nucléaire de l'Iran. En gros, si vous vous souvenez des 14 points du protocole d'accord, il est dit qu'après avoir franchi une première étape, la deuxième concernerait justement le programme nucléaire et les sanctions contre l'Iran. Les sanctions, vous savez, celles de l'AIEA, du Conseil de sécurité de l'ONU, les sanctions primaires et secondaires, tout ça dépend en grande partie du Congrès américain. Ce serait donc la prochaine étape, en parallèle avec le dossier nucléaire iranien. Mais pour l'instant, les États-Unis répètent encore qu'il n'y aura rien de tout ça. Voyons ce qui se passera demain. Mais concernant le détroit d'Ormuz et la situation là-bas, pensez-vous qu'on va encore assister, encore et encore, à ce genre d'attaque entre les États-Unis et l'Iran, chacun répondant à l'autre? Oui, tout à fait. Je pense que c'est la situation à laquelle on va faire face tant qu'il n'y aura pas un changement radical des conditions permettant de reprendre les négociations sur de nouvelles bases. On va continuer à voir une escalade, puis une accalmie, puis à nouveau une escalade, encore et encore. Et je suppose que ça va probablement se produire les vendredis en allant vers les lundis pour manipuler le marché boursier. C'est ce qu'on a vu ce week-end avec les annonces d'attaque vendredi, puis des pourparlers de paix apparemment annoncés hier. Et maintenant, on revient à la question de savoir à quoi vont ressembler ces discussions aujourd'hui. Vous savez, le lundi est déjà presque terminé au Moyen-Orient. On entre dans le mardi. Et à partir de là, que va-t-il se passer? Je peux très bien imaginer que d'ici jeudi soir ou vendredi, on soit de nouveau revenu à la situation du lundi. Donald Trump et son administration disent, eh bien, l'Iran ne veut pas négocier ni discuter. On en a assez. On va y aller. On va frapper à nouveau des cibles. Ce cycle que les États-Unis ont créé et que le monde, soyons honnêtes, a laissé faire, va continuer avec cette alternance d'escalade et de désescalade, encore et encore. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque nouvelle escalade, les mesures prises deviennent plus importantes, surtout en ce qui concerne les effets secondaires, les conséquences de deuxième ou de troisième ordre. Dans cette dernière phase d'escalade, les répercussions qu'on observe ne se limitent pas forcément au Golfe lui-même, que ce soit le Golfe Persique ou les pays du Golfe, mais touchent toute la région. Saudi Arabia
On voit maintenant l'Arabie saoudite armer et influencer l'alliance tribale saoudienne du Hadramaout au Yémen. On voit que cette influence grandit. On observe aussi des incursions d'Israël, non seulement au Liban, dans la région d'Hébron et du mont Hermon, mais aussi en Syrie, au-delà du plateau du Golan, vers Abdin, Jamal et plus à l'est. Donc dans chacun de ces cas, on voit les conséquences, les retombées qui s'amplifient à chaque fois. Je suis donc très préoccupé par la façon dont cette escalade risque de s'étendre, au point d'échapper à ce que les États-Unis pensent pouvoir gérer sur le plan diplomatique. Et franchement, c'est de plus en plus inquiétant, et même assez difficile à maîtriser, pour ne pas dire très préoccupant. Oui, je pense que ce qu'on va voir tout au long de cette période de négociation entre les États-Unis et l'Iran, ou de ce conflit froid qui passe parfois à des accès de tension, c'est une succession de discussions, d'escalades, encore des discussions, puis de nouvelles escalades, en boucle. Du côté américain, les États-Unis ne sont pas vraiment sincères ni transparents dans ces pourparlers. Parce que, comme vous l'avez rappelé au début, le mémorandum d'accord fixe clairement certaines conditions préalables à d'autres engagements. Et encore une fois, ce mémorandum n'est qu'un cadre pour avancer. Donc, dans ce cadre où l'on dit « voilà ce sur quoi on s'entend pour aller de l'avant », il y a d'abord l'arrêt immédiat et permanent de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. C'est écrit noir sur blanc. Et pourtant, ça n'a pas eu lieu. Ensuite, il y a la levée des avoirs gelés. Eh bien, apparemment, les États-Unis reviennent là-dessus et disent « vous n'aurez pas à les avoir débloqués avant ceci ». Pourtant, c'est clairement indiqué dans le protocole d'accord. Les discussions sur la réduction nucléaire, les inspections de l'AEA ou tout autre aspect du contrôle nucléaire ne devaient venir qu'après, plus tard. Et J.D. Vance l'a même réaffirmé dans ses déclarations après sa première rencontre en Suisse. Il a dit « Aujourd'hui, on a fait de grands progrès. » Oui, c'est ce qu'il a dit, de grands progrès aujourd'hui. Et un journaliste lui a justement posé une question sur les inspections et tout ça. J.D. Vance a répondu que l'Iran avait démenti, qu'ils n'avaient pas parlé de ça. Puis il a ajouté que les discussions sur les inspections, sur le programme nucléaire, sur la réduction ou la dilution de l'enrichissement, tout ça viendrait plus tard. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'ouverture du détroit d'Ormuz et sur la satisfaction des premières exigences. D'accord? Donc si on regarde la situation, entre il y a une semaine et demie, et aujourd'hui, les combats au Liban continuent. Israël est toujours présent au Liban, et en fait, il a encore avancé dans les territoires désormais occupés du plateau du Golan et en Syrie. Les États-Unis ont de nouveau frappé l'Iran. Et les États-Unis n'ont toujours pas libéré ni débloqué les avoirs gelés. Encore une fois, ce n'est pas de l'argent que les États-Unis donnent à l'Iran. Ce n'est pas un cadeau. C'est l'argent de l'Iran. Ce sont les avoirs de l'Iran. Donc, quand on entend les États-Unis dire « Ah, on ne va pas les débloquer », ou quelle que soit la mesure de contrôle invoquée, les États-Unis ont littéralement renié ou trahi chaque aspect de ce protocole d'accord jusqu'à aujourd'hui, le 29 juin 2026. Voici le paragraphe numéro 5 du protocole d'accord. Il dit que dès la signature de ce protocole, l'Iran fera le nécessaire en déployant tous ses efforts pour assurer le passage sûr des navires commerciaux, sans frais, pendant 60 jours entre le golfe Persique et la mer d'Oman, et inversement. En gros, il s'agit de la gestion du commerce et de la région par l'Iran. Il n'est nulle part question des États-Unis dans ce paragraphe. Et pourtant, on voit les États-Unis intervenir et attaquer l'Iran à cause de ce qui se passe. Ils ont essayé de manipuler la situation sur place. Et ce n'était pas seulement les États-Unis. Le Royaume-Uni donnait aussi à l'Iran des itinéraires pour que les pétroliers puissent traverser le détroit d'Ormuz. C'est là tout le problème. Et encore une fois, c'est une violation de l'article, ou du paragraphe 5,
du protocole d'accord. This is a violation of article or paragraph 5 of MOU. Yeah, Oui, c'est... Enfin, quand on regarde le détroit d'Ormuz, le graphique que vous avez montré au tout début est vraiment très parlant. Il éclaire bien la situation. Regardez le nombre de navires, tout ce trafic qui passait par le détroit d'Ormuz. Tony, sorry for interrupting you. Sorry for interrupting you. Désolé de vous interrompre. Right after this Voilà ce qui s'est passé juste après la signature du protocole d'accord. Ils ont pensé qu'ils pouvaient organiser le côté iranien. C'est comme ça que je comprends les choses. Ils ont cru qu'ils pouvaient organiser, qu'ils pouvaient contrôler le trafic dans le détroit d'Ormuz. Ensuite, ils ont laissé passer tous les navires, un par un. Et là, on a vu le nombre grimper, dépasser la 50aine de navires. Puis ils se sont rendus compte qu'on essayait d'une certaine manière de manipuler le fret, d'utiliser d'autres itinéraires que ceux qui étaient prévus. C'est pour ça qu'on voit à nouveau un contrôle plus strict et une baisse du nombre de passages. Voilà, c'est comme ça que je comprends ce qui s'est passé. Allez-y, pardon de vous avoir interrompu. Go ahead. Sorry for interrupting you. Oui. Donc, l'idée que le détroit soit fermé, imaginons plutôt que je traverse la frontière entre les États-Unis et le Canada et que je doive montrer mon passeport. La frontière n'est pas fermée, mais elle est contrôlée, en gros, par les douanes et la police des frontières canadiennes, si je suis aux États-Unis et que je veux entrer au Canada. Donc, la frontière n'est pas fermée, je dois simplement présenter mon passeport. Et disons que je suis sur une liste de personnes restreintes, que je n'ai pas le droit d'entrer au Canada. J'arrive à la frontière, je montre mon passeport et on me dit non, vous ne pouvez pas entrer. Eh bien, la frontière n'est pas fermée, elle est simplement interdite pour moi. Donc le contrôle administratif, dans ce cas, dans cette analogie, c'est le côté canadien. La frontière, elle reste ouverte. Il y a des restrictions. Et oui, il faut faire la queue pour passer. Maintenant, disons que dans des conditions normales, ce passage des États-Unis vers le Canada, imaginons que vous ayez une de ces cartes de voyageurs connues qui vous permet de passer directement, de la scanner, et hop, vous traversez sans attendre, parce que vous vivez côté canadien et que vous travaillez côté américain, pour ainsi dire. Alors quand on parle de ça, imaginons qu'il y ait une menace accrue, et que la frontière canadienne suspende ce dispositif. Vous devez alors retourner dans la file d'attente. Eh bien, encore une fois, c'est pas fermé. Il y a simplement des restrictions. En réalité, c'est seulement à des moments très précis. Et même alors, ce détroit n'a jamais été complètement fermé. On le voit bien sur le graphique, il y avait toujours un petit nombre de navires qui passaient. Donc non, il n'a jamais été totalement fermé. Il était soumis à des contraintes, à des restrictions, à des conditions imposées par l'Iran, qui a clairement la capacité de contrôler le détroit d'Ormuz. Au début du conflit, on a vu que des navires continuaient à traverser le détroit, dans les deux sens, mais avec des limitations. Seuls les navires qui n'étaient pas liés à Israël, aux États-Unis ou à leurs alliés pouvaient passer. Le détroit d'Ormuz n'était pas fermé, il était restreint. Et ensuite, au fil du temps, on a vu ces restrictions s'assouplir. Petit à petit, on disait « d'accord, ce navire peut passer, celui-là aussi », et de plus en plus de navires ont pu circuler. Et puis, en réalité, ce qu'on a vu quand davantage de navires ont commencé à sortir, c'est que la véritable restriction venait des États-Unis. C'est d'ailleurs précisé et traité au paragraphe 4 du protocole d'accord, celui qui concerne la levée du blocus américain. Donc, une partie de cette restriction ne venait pas seulement des limitations imposées à l'Iran pour le passage dans le détroit d'Ormuz. Elle dépendait aussi de ce que les États-Unis autorisaient à passer, que ce soit en sortie ou en entrée. Le blocus à distance, ici même dans le golfe d'Oman, c'était celui des États-Unis.
Et on a eu de nombreux incidents où les États-Unis ont même neutralisé des navires avec des avions d'attaque A-10 Warthog ou des hélicoptères Apache équipés de missiles Hellfire. Ils ont désactivé des navires qui tentaient de franchir ce blocus à distance. Donc, il faut le voir en termes de zone fermée, contrôlée ou restreinte. En réalité, elle n'a jamais été complètement fermée. Il y avait des restrictions. Pendant ces périodes, une partie de ces restrictions, pour être honnête, la plus contraignante, c'était le blocus lointain imposé par les États-Unis. Rien ne pouvait entrer et tout ce qui essayait de sortir était renvoyé ou bloqué. Donc si on regarde le flux, il n'a jamais été complètement interrompu. Maintenant, si on parle de l'Iran, il a la capacité d'exercer un certain contrôle. Et c'est là que tout le monde doit bien comprendre. Surtout les Américains qui regardent cette émission en pensant à l'implication militaire des États-Unis ou à la politique américaine telle qu'on la voit aujourd'hui. Le détroit d'Ormuz a toujours, même avant ce conflit, eu des dispositifs de contrôle pour le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, ce n'est pas une autoroute à 8 voies ouverte où tout le monde peut passer n'importe comment. Le passage navigable fait environ 20 km de long. Il y a un chenal de navigation d'environ 12 000 nautiques. Ça veut dire qu'il est dragué, entretenu et réservé au passage des navires. On ne veut pas qu'un énorme bateau s'échoue dans des eaux peu profondes. Ce chenal navigable se trouve, pour ainsi dire, du côté iranien du détroit d'Ormuz. Il longe l'île de Keshm. Il passe juste par là. C'est la voie d'entrée et de sortie. Il y a 2 couloirs dans cette zone. Alors quand l'Iran dit « Nous, l'Iran, en coordination avec le sultanat d'Oman, allons définir les règles administratives et les procédures d'utilisation de ces 2 couloirs, et nous allons mettre en place à l'avenir des frais liés à l'entretien de ce passage navigable. » C'est de cela qu'il s'agit. D'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est fermé. Alors, quand ce navire venu de Singapour a essayé de passer, il n'a pas emprunté le chenal autorisé, celui qui est défini depuis longtemps, avant même le début de cette guerre, celui qu'on a toujours utilisé et sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Non, il a tenté de passer par ici, du côté d'Oman, en traversant les îles, la chaîne des îles de l'Isthme, en longeant la côte et en descendant par là. Et ça, ce n'est pas autorisé. Ça ne l'a jamais été. Jamais. Donc, quand on regarde qui a soutenu cette manœuvre, la marine américaine a fourni des avions pour couvrir ses navires. Eh bien, quand on se demande qui essaie de violer le protocole d'accord, c'est les États-Unis. Alors, le contrôle de l'Iran. L'Iran dit très clairement qu'il fait tout son possible pour garantir un passage sûr. Est-ce qu'on a vu des navires commencer à traverser le détroit d'Ormuz pendant la période où on a dit « d'accord, c'est ouvert » ? Oui, on l'a vu. Absolument. Ensuite, Donald Trump est sorti, je crois c'était quoi, vendredi, en disant « le détroit d'Ormuz est ouvert aux affaires ». Tout va bien. Et même d'après le graphique que vous avez montré, si la moyenne tournait autour de 150, eh bien même après la déclaration de Donald Trump disant « on est ouvert aux affaires », on reste à peine autour de 50. Ce n'est clairement pas la même chose. Mais quand on regarde précisément les paragraphes 4 et 5, est-ce que les États-Unis ont retiré leurs forces navales du golfe d'Oman? Non, c'est censé se passer comme ça. On ne l'a pas encore fait. Est-ce que l'Iran a complètement levé les restrictions ou les mesures de contrôle sur ce qui entre et sort du détroit d'Ormuz? Non. Mais la réalité, c'est que désormais et pour toujours, ce passage de 12 000 nautiques à double voie pour l'entrée et la sortie à travers le détroit d'Ormuz sera maintenu sous contrôle administratif. Comme la personne qui vérifie votre passeport à la frontière canadienne, c'est le même principe pour le détroit d'Ormuz. C'est la nouvelle condition, c'est la nouvelle réalité. Et les États-Unis essayent de revenir là-dessus.
The United States is trying to renege on that. The United States is trying to change that. Les États-Unis essaient de modifier cette clause dans le protocole d'accord parce qu'il y a eu beaucoup de réactions négatives. Donald Trump a signé ce document et tout de suite, il y a eu un retour de flamme de sa base, des soutiens sionistes, d'Israël aussi, qui ont compris qu'il fallait changer quelque chose. Donc les États-Unis tentent de renégocier ou en gros, ils ont trahi cet accord. Mais rejeter la faute sur l'Iran en disant par exemple que l'Iran a fermé le détroit, et ainsi de suite. Ce n'est pas seulement un argument de mauvaise foi de la part de ceux qui le tiennent, c'est aussi factuellement faux. Le détroit d'Ormuz n'est pas fermé, il est contrôlé. Ce n'est pas la même chose. Et je dirais que si on regarde bien cette période où le graphique descend complètement jusqu'en bas, presque à plat, eh bien, une grande partie de ce contrôle sur ce qui entrait ou sortait pour le pétrole, c'était pas l'Iran qui le faisait. C'était la marine des États-Unis. Alors, quand on arrive à ces négociations et qu'on parle de contrôle, de fermeture, de qui fait quoi, il faut un vrai niveau de sincérité, d'honnêteté et de transparence si on veut un jour parvenir à un accord. Maintenant, pour le détroit d'Ormuz, est-ce que l'Iran, Oman et très probablement les Émirats arabes unis devraient avoir un mécanisme de contrôle administratif à 3 nations pour gérer le détroit? Absolument. Oui, ils le devraient, sans aucun doute. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le fassent pas. Le détroit de Gibraltar a une mesure de contrôle administratif. Le détroit de Malacca, le canal de Suez, le canal de Panama, le Bab el-Mandeb, tous ont des dispositifs administratifs, qu'ils soient gérés par 3 pays, plusieurs pays ou un seul, comme pour le canal de Panama. Alors pourquoi cela ne devrait-il pas exister ici aussi? Mais dire que le fait que l'Iran mette en place une mesure de contrôle administratif pour assurer la fluidité du trafic commercial signifie que le détroit est fermé, c'est tout simplement faux. Et les États-Unis utilisent ce récit comme prétexte pour frapper l'Iran, en prétendant que l'Iran a trahi ou renié l'accord, alors que ce n'est pas le cas. C'est factuellement incorrect de le dire. Tony, tu as parlé de l'incursion en Syrie, et on a vu les pays du CCG condamner ce qui s'est passé. Mais concrètement, que peuvent-ils faire d'autre? Imaginons qu'ils agissent en Syrie. En pratique, quel levier auraient-ils, s'ils en ont un, du côté des pays du CCG? Ont-ils, d'une manière ou d'une autre, un levier réel sur Israël? Les pays du Golfe ont bel et bien un levier. La question, c'est de savoir jusqu'où ils sont vraiment prêts à aller, compte tenu des manipulations ou de la crainte de la réaction des États-Unis, qui, dans cette région, se confondent en grande partie avec Israël. Il s'agit donc de savoir comment Washington réagira ou ce que les États-Unis feront au nom d'Israël. Quand on regarde l'occupation, ou disons la présence, c'est le terme le plus neutre qu'on puisse employer, mais en réalité, c'est bien une occupation d'Israël sur toute la bande sud du Liban, depuis la frontière israélienne jusqu'à la ligne jaune actuelle. On parle de plusieurs kilomètres à l'intérieur du territoire libanais. Cette zone du Liban, complètement détruite et vidée de ses habitants, ressemble à Gaza, et cela s'étend jusqu'au mont Hébron, au plateau du Golan et au mont Hermon. Toute cette région est occupée. Et ça, c'est une violation directe de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de 2006 qui demandait aux forces israéliennes de quitter le Liban, partir, sortir, rentrer en Israël. Pas une zone tampon, pas une ligne jaune. Partir. Et elles ne l'ont pas fait. Mais maintenant, sur le territoire occupé du plateau du Golan, si on revient à l'accord de désengagement de 1974 entre la Syrie et Israël, les forces israéliennes étaient censées partir, et elles ne l'ont pas fait non plus. Et aujourd'hui, avec cette dernière incursion à Abedin, dans le gouvernorat de Daraa, et encore plus à l'est dans la nuit dernière, des véhicules blindés, des blindés de Tsahal,
ont été signalés à la périphérie de Jamal, encore plus à l'est. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, ils sont encore plus à l'est, se rapprochant de la limite extérieure de la zone occupée du Golan, voire même à l'intérieur du territoire syrien proprement dit. Tout ça, c'est la Syrie. Mais en dehors de la zone du plateau du Golan, même à l'intérieur de la Syrie, on est très près de Damas. Alors, si vous êtes un pays du Golfe et que vous regardez la carte, que vous voyez ce qu'Israël fait et comment les États-Unis le soutiennent, eh bien, il est temps de se réveiller. Il faut comprendre que si vous pensez que les États-Unis sont un bon partenaire en matière de souveraineté, que ce soit pour votre souveraineté en tant que nation du Golfe ou comme pays d'Asie occidentale ou du Sud-Ouest, vous seriez bien naïf de le croire. Les États-Unis ont trahi leurs alliés. Les États-Unis ont trahi les négociations au profit d'Israël. Les États-Unis ont trahi leur propre résolution soutenue au Conseil de sécurité de l'ONU, dont ils sont pourtant membres permanents, l'un des 5. Et ils ont violé et trahi leur propre résolution du Conseil de sécurité des Nations unies pour Israël. Ce qu'Israël fait en Syrie, depuis la nuit dernière et encore aujourd'hui, c'est une provocation claire. C'est une nouvelle incursion au-delà des territoires occupés, qu'on leur avait pourtant demandé de quitter en 1974, et au Liban aussi, où on leur avait dit de partir en 2006. Et maintenant, dans ce protocole d'accord, dès le tout premier paragraphe, ils l'ont trahi. Ce qui est évident, c'est que ce soit dans les négociations avec le Liban, ou bientôt, j'en suis sûr, dans celles qui vont s'ouvrir pour la Syrie, on va en arriver à la question « Que va faire la Syrie ?» Mais il faut aussi regarder la question plus large, celle du protocole d'accord avec l'Iran. Les États-Unis ont trahi cet accord dans son ensemble. Comment peut-on revenir au protocole d'accord après ça? En ce moment, les discussions au Qatar, ce sont des discussions techniques, pas vraiment bilatérales, des discussions techniques menées par un intermédiaire, le Qatar, servent uniquement à régler les aspects techniques liés au détroit. Je reprends. Ces discussions visent seulement à traiter les questions techniques concernant le détroit d'Ormuz et à voir comment ces avoirs gelés pourraient ou devraient être débloqués. Quel est le processus pour ça, n'est-ce pas? Ces discussions au Qatar ne sont pas la suite des pourparlers de paix, ni la poursuite d'une négociation de paix. Ça, c'est le protocole d'accord. Et pour l'instant, ce protocole d'accord, non seulement il est mis de côté, mais il est carrément sorti du feu. Le protocole d'accord, pour l'instant, a été retiré du feu. Il est mis de côté. Comment peut-on revenir à ça? Je ne vois pas vraiment de voie claire pour y revenir, à moins que les conditions qu'il contient ne changent. Quelles conditions ont changé? Comment les États-Unis comptent-ils provoquer ces changements pour ensuite revenir au protocole et négocier quelque chose de nouveau ou de différent? Soit Israël quitte le Liban, soit il y a un changement dans l'influence américaine sur le détroit d'Ormuz. Mais en dehors de ces deux évolutions, il n'y a vraiment rien à retrouver dans ce protocole qui n'ait déjà été trahi ou violé. Donc, je ne vois pas de chemin clair pour les États-Unis, à moins qu'ils ne cherchent à contraindre l'Iran d'une autre manière. Et j'ai bien peur que ce soit par une action militaire. Tony, quelle est ton analyse des informations selon lesquelles le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, aurait rencontré aujourd'hui le chef de l'armée libanaise au Liban pour discuter de la mise en œuvre de l'annexe sécuritaire de l'accord entre le Liban, les États-Unis et Israël? Qu'est-ce que ça signifie selon toi? Quel type de dispositif de sécurité cherche-t-il à mettre en place au Liban, compte tenu de cette partie spécifique de l'accord?
Nous avons maintenant des discussions directes entre le commandant du commandement central américain, l'amiral 4 étoiles Brad Cooper, et la représentation des forces armées libanaises. Cela montre qu'il pourrait y avoir une forme de soutien direct, de correspondance ou de coordination entre les deux. Et pour quel objectif? C'est la vraie question à se poser maintenant. Quand on y réfléchit, il est très probable que l'armée américaine, à travers le commandement central, travaille avec Israël et l'armée libanaise pour dire « D'accord, Israël se retirera symboliquement un peu plus au sud, jusqu'à cette fameuse ligne jaune. Mais en réalité, Israël continuerait d'occuper un territoire souverain du Liban, à condition que vous, l'armée libanaise, aidiez Israël à combattre le Hezbollah. » Et nous, l'armée des États-Unis, nous vous donnerons les ressources, les munitions, tout le soutien nécessaire pour y parvenir. Mais, quel que soit le soutien que les États-Unis puissent apporter à l'armée libanaise, que ce soit un appui secondaire ou, en réalité, un soutien à l'armée israélienne, à Israël, contre la résistance, contre l'Hezbollah, rien de tout cela ne peut réussir, à moins que les forces israéliennes remportent une victoire sur le terrain, ou que l'armée libanaise en remporte une dans le sud, et aucune des deux n'en est capable. Le Hezbollah est bien mieux équipé, mieux doté en hommes, mieux dirigé et mieux organisé que les forces armées libanaises. Pensez, du côté américain, qu'il suffirait d'injecter des munitions, des missiles, de l'argent, des avions ou quoi que ce soit d'autre dans le problème de l'armée libanaise pour tenter de convaincre ou de faire pression sur le Hezbollah, c'est voué à l'échec. Et la seule solution dans ce cas, c'est est-ce que les États-Unis vont envoyer des troupes américaines pour faire appliquer ça? Eh bien, là, on mettrait des soldats américains directement au cœur d'Israël, un pays qui connaît plus de cas de tirs amis que n'importe quelle autre armée au monde. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas une bonne idée. Entre le Hezbollah, qui affronte les forces armées libanaises, des forces libanaises désorganisées, mal dirigées et mal équipées, si les États-Unis suivent cette voie, ils vont encore se charger d'un nouveau fardeau, d'une nouvelle guerre pour Israël, en plus d'essayer de se sortir du bourbier de la guerre qu'ils ont déjà lancé pour Israël contre l'Iran. Et si vous avez vu les infos ces 2 derniers jours depuis hier, les États-Unis ont officiellement commencé la construction d'une immense base militaire à Gaza. Une base pour 5000 soldats à Gaza. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est énorme. Réfléchissez-y. Au camp Arif Jan, au Koweït, c'est immense. Il y a un Chili's, comme un vrai restaurant. Il y a un magasin militaire, des salles de sport, des piscines, des appartements, tout. On parle d'une base majeure. Et là-bas, il y a environ 8000 personnes. Eh bien, on s'apprête à construire une base militaire américaine de 5000 personnes à Gaza. Et vous pensez que ce sera uniquement pour Gaza? Non, ça va devenir une base militaire américaine expéditionnaire pour soutenir des opérations au Liban, à Gaza, ou même, potentiellement, des forces de maintien de l'ordre, des forces de type police militaire américaine, un peu comme ce qu'on a fait pendant Desert Shield, pas Desert Storm, mais bien Desert Shield en Cisjordanie. C'est une situation dangereuse qui échappe de plus en plus à tout contrôle et que les États-Unis continuent de gérer au nom d'Israël. Ce n'est absolument pas dans l'intérêt des États-Unis de s'impliquer dans ce qui se passe au Liban ou à Gaza. L'image est claire. Israël doit quitter le Liban. Israël doit quitter Gaza. Israël doit se retirer des territoires occupés du plateau du Golan, conformément à l'accord de désengagement de 1974. La seule implication que les États-Unis devraient avoir dans tout cela, surtout si Israël est vraiment notre allié, comme nous le disons tous les deux, c'est de veiller à ce qu'Israël respecte ces conditions. Parce que rester ne fera qu'être beaucoup plus coûteux et beaucoup plus meurtrier pour Israël sur le terrain que s'ils partent. Il me semble donc, une fois de plus, que les États-Unis
au lieu de privilégier la diplomatie et la normalisation des relations, choisissent encore de se ranger du côté d'Israël pour soutenir le maintien de ce projet colonial au Moyen-Orient. Et cela n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. And it is not in the US interest to do so. Mais, avec le nouvel accord entre Israël et le Liban, je pense que c'est bien de revenir en arrière et de comprendre ce qui avait été dit auparavant sur le Liban. Voici Tom Brock, qui évoque la question de la situation finale au Liban, en septembre 2025. Il a dit ceci. J'espérais que vous n'alliez pas me poser cette question, parce que je n'en sais rien, et je crois que personne ne le sait. La fin du jeu, quand on parle de paix, c'est une illusion. Il n'y a jamais vraiment eu de paix. Il n'y en aura sans doute jamais, parce que tout le monde se bat pour la légitimité. Alors les gens disent, ils se battent pour des frontières, des limites, mais c'est pas ça, le vrai sujet. Une frontière, une limite, c'est juste la monnaie d'un marchandage. Au bout du compte, quelqu'un veut dominer, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre doit se soumettre. Et dans cette région du monde, se soumettre, il n'y a pas de mot arabe pour dire se soumettre. Ils n'arrivent pas à concevoir cette idée. Oui, je pense qu'en gros, ce qu'ils essayent d'obtenir avec cet accord entre Israël et le Liban, c'est la même chose. Ils veulent qu'ils se soumettent. Et il a précisé que, non seulement ça, mais aussi que si on décidait d'aider le Liban à armer l'armée libanaise, ce ne serait pas pour lui donner les moyens de combattre Israël. L'objectif, c'est de combattre le Hezbollah au Liban. En clair, ils veulent qu'elle puisse affronter le Hezbollah, pas Israël. Donc, pas d'armes lourdes, pas de système de défense aérienne, pas de chars, rien de tout ça. C'est uniquement pour un usage interne. Et en fait, ils font exactement la même chose en ce moment avec le nouvel accord entre les deux parties. Parce que, quand on regarde les points de cet accord, quand on regarde ces clauses, tout tourne autour d'une idée. Ils doivent en gros accepter l'occupation israélienne dans le sud du Liban. Parce qu'Israël, le gouvernement israélien, ne va pas désarmer le Hezbollah. Ils ne pourront pas désarmer le Hezbollah. Je ne sais pas vraiment ce que fait le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, là-bas. Est-ce qu'il parle d'armer l'armée libanaise pour la rendre plus capable de combattre le Hezbollah? Je ne sais pas si quelque chose de ce genre est en train de se passer au Liban. Mais au fond, le principal objectif, c'est de provoquer une sorte de guerre civile, une guerre à l'intérieur même de la société, deux parties de la population qui s'affrontent, pendant qu'Israël, lui, reste tranquillement installé dans le sud du Liban, sans subir la moindre attaque. C'est exactement la même stratégie, sur le plan politique comme militaire, que les États-Unis ont cherché à appliquer au Vietnam, en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Et maintenant, on essaye d'imposer ce même type de situation au Liban. C'est le même scénario que les États-Unis tentent de reproduire, encore et encore, depuis un quart de siècle, ou même plus si on remonte jusqu'au Vietnam. Prenons simplement les guerres, la fameuse guerre mondiale contre le terrorisme. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire en Irak. Renverser le régime, le remplacer par un gouvernement favorable aux États-Unis. Puis, quand la majorité des Irakiens ont dit non, qu'ils n'en voulaient pas, on a alors tenté d'opposer le peuple au gouvernement, un gouvernement dirigé par les États-Unis, le peuple étant représenté par des groupes de résistance. Et ensuite, on les a qualifiés de terroristes. Et aujourd'hui encore, on est toujours en Irak, toujours pris dans les mêmes tensions politiques. En Afghanistan, eh bien, il a fallu renverser les talibans. Alors, on a créé l'Alliance du Nord. Et cette Alliance du Nord était dirigée par Hamid Karzai, qui n'était pas le choix du peuple et qui n'était pas un bon choix comme président.
On l'a imposé au pouvoir et ensuite on a monté le gouvernement contre la population. Et c'est exactement pour ça que les gens ont soutenu les talibans quand ils ont repris le pays en à peine 2 semaines, après 21 ans d'occupation, avant même notre départ. Parce qu'on a opposé le gouvernement au peuple sous le prétexte que, soi-disant, c'était ce que voulait le peuple. Ce n'était pas vrai. C'est la même chose dans le nord-est de la Syrie. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire au Liban. Je n'ai aucun doute que lors de cette première rencontre entre Brad Cooper et la direction du gouvernement et de l'armée libanaise à Beyrouth, ils se réunissent probablement sur place pour discuter de ce dont l'armée libanaise a besoin de la part des États-Unis via le commandement central pour passer à l'offensive contre le Hezbollah. En fait, la situation que les États-Unis essaient de mettre en place au nom d'Israël, en exécutant une fois de plus la volonté d'Israël, c'est de savoir comment armer, équiper ou soutenir le gouvernement libanais à travers les forces armées du Liban pour lancer une offensive contre le Hezbollah, pour le vaincre, tout en permettant à Israël de maintenir sa zone d'occupation, un peu comme l'enclume face au marteau libanais, avec le Hezbollah pris entre les deux. Ça ne va pas bien se passer pour les États-Unis. Est-ce que ça peut mener à une guerre civile? Oui. Est-ce qu'il y aura des factions à l'intérieur? Pas seulement le Hezbollah, avec des objectifs différents, au point qu'on se retrouve avec des guerres sur plusieurs fronts. Ce ne sera pas juste un front entre le gouvernement libanais, le Hezbollah et Israël. Il y aura plusieurs fronts, de nombreux fronts, où les États-Unis vont se retrouver directement impliqués, soit par intermédiaire, soit directement. Et ça, ce n'est pas une bonne stratégie pour les États-Unis. Ce n'est pas une bonne stratégie, tout court. Mais c'est bien ce que les États-Unis essayent clairement de faire. Alors, à quoi ça va ressembler concrètement, en termes de soutien direct? On a entendu le président Trump dire lui-même qu'il était prêt à envoyer des troupes américaines au Liban pour soutenir le gouvernement libanais. On l'a entendu. Mais à quoi ça va ressembler? Eh bien, ça va ressembler à un autre Afghanistan, à un autre Irak, à un autre Vietnam, à une autre Syrie. Et pour faire ça, alors même que nous nous plaçons, disons-le, du côté du tort, précisément sur le point de la clause qui est le plus essentiel à la réussite de ce protocole d'accord avec l'Iran, cela va forcément entraîner les États-Unis plus profondément dans un conflit direct, non seulement avec l'Iran, mais aussi avec d'autres pays de la région en tant que belligérants directs, en tant qu'agresseurs. Les États-Unis devraient donc vraiment marquer une pause et bien comprendre pourquoi ils feraient une telle chose. C'est clairement pas dans l'intérêt des États-Unis. Ça, c'est évident. Alors, dans l'intérêt de qui est-ce? Eh bien, nous le ferions pour Israël, c'est clair. Ou alors, l'autre option pour aller vers la paix, ou du moins vers un point de départ pour négocier une forme de paix, ce serait, pourquoi pas, qu'Israël quitte le Liban. Et si Israël quittait la Syrie? Et si Israël quittait Gaza? Définitivement, pour toujours. Et là, on pourrait voir s'il peut vraiment y avoir la paix. Mais vous savez, Israël n'est pas entré au Liban pour vaincre le Hezbollah. Israël est entré au Liban en 1982 et a massacré des milliers de personnes à Sabra et Shatila, bien avant que le Hezbollah n'existe. Alors dire qu'Israël est allé au Liban à cause du Hezbollah, c'est tout simplement un mensonge. Ça n'a aucun sens. Le Hezbollah existe comme résistance à Israël. Alors pourquoi ne pas demander à Israël de respecter enfin les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et le droit international avant que le monde ne commence à dire que c'est la faute du Hezbollah? Parce que ce n'est pas le cas. Oui, oui. I think things When are did getting more- Hezbollah? When was Hezbollah founded?
Quand est-ce que le Hezbollah a été fondé? En 1982, pendant la guerre civile libanaise, non? C'est né de ce contexte-là, juste après le 18 septembre, le massacre de septembre 1982 à Sabra et Shatila. Près de 4000 civils ont été tués, blessés ou déplacés, pour la plupart des Palestiniens et des Libanais. Alors, comment peut-on dire qu'Israël est au Liban à cause du Hezbollah, alors que c'est clairement faux? That is clearly not true. Exactly. Oui, exactement. Oui, merci. Merci Tony d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se parle bientôt. On verra bien ce qui se passe demain avec la réunion. À bientôt. We'll see. Yeah, very interested to see what. Je suis très curieux de voir ce qui va ressortir de ces discussions techniques au Qatar. Et je pense qu'il est important que tous les téléspectateurs, tout le monde, se souviennent que dans les médias, on va entendre « Ah, les pourparlers de paix reprennent. Les pourparlers de paix reprennent. » Les discussions au Qatar ne sont pas celles du cadre du protocole d'accord. Celles qui visent un plan de règlement négocié du conflit entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Ces discussions en ce moment au Qatar sont simplement des discussions techniques, pas bilatérales, mais menées par l'intermédiaire du Qatar et probablement, j'imagine, avec une implication du Pakistan. Elles portent uniquement sur les aspects techniques du détroit d'Ormuz. Donc pour tous ceux qui pensent « Ah, regardez, on est de nouveau sur la voie d'un accord de paix », non, c'est pas le cas, pas du tout. Ce sont simplement des discussions techniques sur un sujet qui franchement aurait dû être réglé avant même qu'on entre dans le protocole d'accord. That should have been hammered out before we went into the MOU. Merci Tony. À très bientôt. I'll see you. À très bientôt et passez une excellente journée. Restez à l'écoute. Merci beaucoup. Appreciate it. Toi aussi. Salut.